Born Podcast. Responsable médical du Team Total Energy, responsable de formation du diplôme universitaire de trail running de Besançon, formateur en nutrition, passionné de physiologie humaine et lui-même très bon coureur, le docteur Samuel Marafi a répondu à mes questions sur les problématiques de poids et de nutrition que rencontrent les sportifs d'endurance. Discussions scientifiques autour du lac d'Annecy, allant de l'assiette du cycliste à la performance du marathonien, en passant par le Rett syndrome, le surentraînement ou encore les fractures de fatigue. Docteur Samuel Marafi, poids et performance, bonne écoute. Bon, salut Samuel. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On est chez toi à Annecy là. On est pas loin de chez moi, ouais. Pas loin de chez toi. Est-ce que on va parler donc de toi, de ta vie pro en tant que médecin, et un peu de ta vie d'athlète. Mais est-ce que déjà en tant que pro, tu peux te décrire en quelques mots? Ouais, alors moi du coup je suis médecin G de formation et médecin du sport maintenant. J'exerce quasiment exclusivement plus que la médecine du sport, donc c'est une activité principale. Et puis j'ai la petite particularité d'avoir, on va dire, spécialisé, même si c'est un bien grand mot, mon activité pour les sportifs d'endurance, les sports d'endurance en général. Donc j'ai une partie de mon activité dans le vélo. Je suis médecin référent de l'équipe Total Energy pour ceux qui connaissent. Ça fait déjà une petite dizaine d'années que je suis dans le vélo pro. Et puis j'ai une activité dans le trail, puisqu'ici à Annecy c'est un peu le sport national. Donc je suis des trailers entre guillemets élites sur le bassin d'Annecy. Et puis à côté de ça, j'ai une activité d'enseignement. Alors ça c'est annexe, mais c'est ce qui aussi m'anime profondément et m'occupe pas mal quand même. Surtout ce qui est enseignement, responsabilisation dans les formations. Donc en gros, je suis enseignant pour la clinique du coureur sur le versant nutrition. Et puis je suis le responsable du diplôme universitaire de trail running de la fac de Besançon. Et j'ai plein d'autres interventions dans des organismes de formation. On va dire que ça, c'est ce qui m'occupe le plus de temps dans l'année. Et moi, je t'ai connu comme ça en formation pour le côté nutrition, justement. Ouais. Et est-ce que la traumato et tout, t'en fais quand même beaucoup quand même? Ouais, en fait, tu vois, c'est un débat qui est super sympa parce qu'en fait, en gros, je pense qu'on a une vision du médecin du sport qui est un peu trop orientée traumato, justement. C'est très bien, enfin, notre formation initiale, plus notre formation de médecin du sport, elle met l'accent sur la traumatologie, parce que par définition, le sport, ça blesse ou on va éviter que ça blesse. Mais par contre, à mon sens, c'est un peu dommage, on n'a pas assez accès ou peut-être d'intérêt à la physiologie du sport. Et moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse dans les sports d'endurance. Donc oui, je fais quand même de la traumato, je te le cache pas, les patients qui courent, les patients qui font du vélo, c'est des patients qui se blessent. Mais j'ai vraiment cette passion pour la physio. La physio, c'est tout ce qui est pas traumato, entre guillemets. Et forcément, dedans, tu peux mettre le carré nutrition, que j'apprécie fortement. Puis qui recoupe un peu les sportifs et les non sportifs, mais j'ai quand même vraiment spécialisé le truc dans la nutrition des sports d'endurance. On verra peut-être tout à l'heure que c'est quand même quelque chose qui est très spécifique à cette population-là. Et on va parler t'es un athlète aussi de bon niveau. T'as fait du sport avant de vouloir être médecin du sport ou le contraire? Comment ça s'est passé? C'est une super bonne question. Alors athlète de bon niveau, je dirais pas ça. Enfin, j'ai relativisé le truc, je fais du sport, on va dire correctement je pense. Mais après, j'ai de côtoyer des vrais athlètes de haut niveau, tu relativises vraiment le truc. Donc là, je me considère déjà pas comme un athlète, mais plutôt comme un sportif amateur. Et puis je vais bien me lancer des petits défis, donc voilà. Pour le parcours, j'ai fait du sport, mais paradoxalement, je faisais pas trop du sport d'endurance initialement. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, j'ai fait du handball. Et puis études de médecine faisant, j'ai dû complètement tout stopper. Et c'est pendant ces années-là où ça s'arrête du jour au lendemain et il te manque un petit truc. Je sais pas si c'est la dépendance ou l'envie de s'évader un petit peu entre deux bouquins. Mais du coup, je me suis mis à courir, tout simplement. J'ai acheté une paire de baskets. Et à l'époque, j'étais étudiant en médecine, donc la médecine du sport, j'y connaissais rien. Le sport d'endurance, j'y connaissais rien. Je venais pas d'une famille de sportifs d'endurance. Donc du coup, vraiment néophyte, mais au possible du possible. Et puis j'ai démarré comme les patients que je suis ou les gens lambda. J'ai démarré avec une paire de baskets achetées dans le magasin du coin, qui était nul à chier, mais bref, j'ai couru au bord du Doubs à Besançon. Et puis de fil en aiguille, après tu te prends au jeu. Donc maintenant ça fait des années que je fais ça. Je fais moi-même du sport d'endurance que certains peuvent qualifier d'extrême avec de l'ultra. Mais je me suis intéressé secondairement à ça dans ma pratique professionnelle. Mais ça a été un peu un mélange des deux en fait. J'ai fait du sport d'endurance pendant mes études de médecine. Et quand on est passionné de physio,
Est-ce que les sports d'endurance sont forcément plus intéressants que le foot ou les sports co ou est-ce que la notion de physio, elle peut être intéressante aussi dans ces sports? En fait, ouais, je parle de physio. Je pense qu'il ne faut pas apparenter physio-endurance parce que c'est pas pareil. Je pense qu'on a plus la typologie du sport. Sport collectif, sport de force, sport de souplesse et sport d'endurance. Donc oui, en fait, on a un peu dans tous ces sports-là. Je pense que la médecine du sport, du foot, du handball, de la natation, de la plongée, c'est des thématiques qui sont très intéressantes. Mais après, ça rebondit vraiment sur un point qui est on ne peut plus intéressant. C'est que je pense qu'on se spécialise aussi un petit peu. Et pour vraiment m'intéresser au sport d'endurance, il y a quand même des spécificités. Il y a des trucs que tu vois que chez le triathlète élite, chez le cycliste élite, enfin élite intensif on va dire, ou le coureur à pied, que tu verras moins dans le foot. Ouais. Et vice versa d'ailleurs au passage. Donc moi souvent je dis aux gens, j'ai des gens qui me sollicitent en me disant ouais je suis footballeur, j'ai telle pathologie ou je fais de la plongée, j'ai besoin d'un certificat médical pour un niveau 4. Et moi je leur dis moi je me suis tellement spécialisé dans les sports d'endurance que je ne veux pas dire que je maîtrise plus trop ça, j'ai des connaissances mais je me sens moins légitime. D'accord. J'ai regardé ta fiche base athlée, donc on est à Annecy. Tu as fait tes 2 meilleures perfs sur route, parce que mes références sont sur route. Tu as un 10 km sur route à Annecy en 34-31, si je ne me trompe pas. Ouais. Et cette année, tu as couru le marathon d'Annecy en 2h44. C'est ça. C'est une bonne perf, ça. Ouais, tu rentres dans des trucs émotionnels là. Tu voulais faire moins, ça veut dire? Ouais, après en fait le gros problème que j'ai, on m'en dira après, c'est que je pense que j'ai pas le temps de m'entraîner correctement et suffisamment et j'applique pas bien ce que je recommande à mes patients et c'est les sujets, les thématiques. C'est marrant, alors ça c'est une question que j'avais notée, tu vois, moi je suis kiné, tous les gens dans le médical que je connaisse, quand ils ont un problème, ils font le contraire de ce qu'ils diraient de faire à leurs patients. Il y a un côté complètement irrationnel quand ça me concerne. Mon père il me disait un truc et qui rebondit là-dessus, il me disait fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Et c'est presque un peu ça, tu vois. Et du coup pour ces perfs là, oui c'est des perfs qui sont quand même corrects, mais j'étais un petit peu déçu parce que le marathon, j'étais parti sur des bases de 2,38. Et puis le 10 kg pour le coup je l'ai vraiment fait quasiment avec peu d'entraînement, donc pour la petite histoire j'en refais un de très bientôt et j'ai décidé enfin d'essayer de m'entraîner pour ça cet hiver. On verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien aller chercher les 33 minutes, ça serait pas mal, mais on verra avec le temps que j'ai. Tu me disais avant qu'on enregistre qu'il t'est arrivé de courir autour du lac d'Annecy, de faire les 38 km du lac d'Annecy. Ouais. Ça c'est quoi pour toi? Ça représente une sortie longue? Moi c'est par exemple quelque chose que je fais jamais moi en tant que coureur de route, même marathonien. Ouais. Tu sais c'est quoi? C'est une sortie C'est sortie longue, ouais c'est une sortie longue. Et puis en plus l'avantage du Tour du Lac c'est que tu te sens obligé de le finir une fois que tu es au bout du lac, il faut que tu rentres. Donc il y a ce côté un peu, je suis là. Et tu te cales du tempo dedans ou c'est pas un footing j'imagine? Non, si c'est plus. Là, je le fais souvent sortie d'endurance parce que c'est quand même long, 38 km. Si tu commences à faire du tempo puis que t'es pas bien, il faut rentrer encore après derrière. Ouais, mais c'est encore plus long si tu fais pas d'allure parce que. C'est le principe de la sortie d'endurance. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai un temps qui est relativement limité aussi par rapport à mes activités pro. Donc du coup, j'optimise ce temps et là, 38 km, tu vois, quand tu as un bloc de 2h30, 3h, tu peux aller le faire. Et il y a ce côté un peu ludique, tu es au bord du lac, tu es sur la piste cyclable, donc il y a tout le temps des gens, des cyclistes. Je pense que tu t'ennuies, oui et non, parce que pour le faire très souvent en vélo, j'ai mes repères, donc j'ai l'habitude de faire de l'ultra trail, donc si tu veux l'ennui, je pense que ça fait partie des choses à gérer quand tu veux courir longtemps. Et en stratégie nutrition sur le marathon, tu avais pris du plaisir à le faire? Comment tu as fait? Ouais. T'as demandé à quelqu'un ou c'est toi qui as fait ton truc? Ouais, nutrition, non, je pense que. Alors, ça, c'est encore une super thématique. Je pense que j'ai pas forcément appris de la route, puisque je suis pas issu de la. Enfin, on n'en a pas parlé, mais mes premières compétitions de course à pied, c'était des semi-marathons et des 10 km. Donc, j'ai commencé par ça avant de faire du trail maintenant. Et là, je reviens un peu sur la route pour me lancer des défis. Et donc, sur le plan nutritionnel, j'ai beaucoup appris en faisant du trail et du trail long. Déjà sur le terrain, en pratique. Et après, j'ai appris avec mes connaissances scientifiques, entre guillemets, de manière plus universitaire. Et puis là, pour la préparation du marathon, ça va être un peu bizarre pour certains. En fait, je ne me suis pas trop posé de questions parce que pour moi, la nutrition sur un marathon, quand tu connais la nutrition sur un ultra trail, j'ai presque envie de dire après un marathon, c'est entre guillemets facile. Même si c'est pas le message que je vais véhiculer pour le commun des mortels, mais le plan, il n'y avait pas de problème. Pour le nutritionnel, je savais ce que je voulais faire, la régularité de mon alimentation et tout. Le seul truc qui me faisait peut-être un petit peu douter par rapport au trail, c'est que du coup, tu as une vitesse un peu plus importante. Et puis, c'est surtout maintenir la même allure tout le temps. Et ça, en trail, même si tu cours longtemps, même si tu cours vite parfois, tu es rarement à la même allure complètement fixe tout le temps. Et j'avais un peu peur de ça. Et écoute, non, le plan nutritionnel prévu en amont, observé comme il fallait,
pas de problème là-dessus. Petite erreur nutritionnelle quand même à la fin, faut pas se le cacher. C'est ça qui m'a un peu mis dans le dur, mais bon, ça c'est le jeu aussi. Et ça, c'est un truc que je me rappelle de la formation. Moi, j'étais en préparation de marathon quand tu m'avais formé, donc je te posais des questions par rapport à ça. Ouais. Et je vais dire ça il y a beaucoup de marathoniens qui nous écoutent. En fait, vous, les ultra-trailers, le marathon, vous considérez ça comme une épreuve courte, en fait, d'un point de vue. Ouais. Et ça, j'étais un peu sur le cul, moi, qui venais, tu vois, du 10 km et Ouais. tout. Vous voyez ça, ouais. Bah en fait, c'est pas court. En fait, il y a l'histoire de la durée. Donc ouais, sur la durée, c'est court. Parce qu'en fait, en ultra, tu vas avoir des discussions sur je m'arrête quand, je change de chaussures quand, je dors quand. Et c'est des questions que tu n'as pas en marathon, tu vois. Mais après... Mais même sur les filières énergétiques, je veux dire. Ouais, non mais carrément, même sur la nutrition, sur l'approche du sport en lui-même, le marathon, c'est plus court, mais pour faire un peu des deux, enfin pour avoir trempé un peu dans les deux, je pense que c'est quand même différent parce que vraiment l'intensité n'est pas la même et il y a cette espèce de résistance qui n'est pas la même parce que j'ai pour coutume de dire, et mes collègues scientifiques le disent aussi, c'est qu'un marathon c'est un espèce de rouleau compresseur. Tu pars et après c'est parti, alors qu'un ultra, je pourrais demander à plein d'ultra-trailers plus élites que moi, mais tu as toujours des moments où tu es moins bien. Et en fait, tu gères ce moment, tu cours moins vite, puis tu relances. Tu vas pas forcément faire une mauvaise perf. Alors qu'un marathon, si tu es moins bien à un moment donné... le temps perdu, il est perdu. Là, ouais, le temps il est perdu, puis au pire, tu te refais à la cerise, mais c'est trop court pour pouvoir faire des trucs. Alors qu'en ultra, l'ultra, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde sportif. Et donc oui, quand tu dis je vais faire un marathon, dans l'esprit des anges, c'est je régresse. Mais pour avoir fait la prépa marathon, moi, personnellement, je l'ai trouvé beaucoup plus dur, pas forcément l'épreuve en elle-même, mais de m'encaisser la prépa avant par rapport à un trail. Parce que le trail, moi, j'adore la montagne, j'adore la nature. Aller faire des séances, comme tu disais tout à l'heure, tu fais 3 heures, le tour du lac et tout. En fait, moi, courir 2h30, 3 heures dans la forêt, je vais pas dire que c'est ludique, mais pas loin. Ok. Alors que tu me fais la même chose sur la route, je vais vraiment pas aimer, quoi. Ok. Donc le thème, si on rentre dans le vif du sujet, c'est vraiment le poids et la perf. Ok. Moi, ça me passionne, je sais pas pourquoi, ça passionne tous les coureurs. Ouais. Et c'est même un sujet presque politiquement sensible. Ouais. Médiatiquement sensible. Médiatiquement sensible. Comment on l'explique ça? Parce que le poids, l'aspect corporel, la vision du corps a toujours été quelque chose de très médiatisé, qui intéresse les gens, qui nous intéresse nous-mêmes, qui nous renvoie à notre propre image de notre propre corps dans le milieu du sport. Ça a toujours été comme ça. Moi, je connais vachement ça dans les sports d'endurance, mais tu as aussi les sports à catégorie de poids, les sports esthétiques, etc. Ça a toujours été quelque chose de cet ordre-là. Et puis après, on en parlera peut-être juste derrière, mais physiologiquement, si on prend vraiment le sport d'endurance, par exemple, la course à pied, plus c'est court, plus tu as des... Enfin, court. Je parle pas des sprints, hein. Je parle vraiment du demi-fond et du marathon, on va dire. Et plus c'est vertical, et effectivement, il y a une notion de rapport poids-puissance, parce qu'effectivement, il y a un lien entre... Plus tu vas transporter de poids, plus ça va être difficile, plus ça va être coûteux énergétiquement. Et donc plus ta performance peut être impactée. Mais ça, c'est un petit peu moins vrai pour des profils force pure très courts, puis pour des profils longs. Donc en fait, eu égard à cet amalgame-là, on a tout un pan de la médecine, du sport qui nous fait croire, qui nous fait penser que le poids, c'est super important. Et effectivement, je pense que c'est un peu dangereux parfois d'être trop focus sur cette thématique, surtout sur certains profils de personnes. Ouais, mais en tout cas, ce qu'il y a de vrai, c'est que je pense pas avoir de problème de poids, mais quand on est en prépa marathon, par exemple, avec mes potes, il y a toujours, je sais pas pourquoi, une compétition dans la compétition où on compare nos balances. Tu vois, je ne saurais pas dire pourquoi, mais on a... Ouais. Je pense que c'est humain, tu vois. On compare nos temps, mais on compare... le sport d'endurance, il a toujours été quand même vachement lié. Enfin, l'image du corps avec le sport d'endurance, les deux ont toujours été liés. Et ça peut être aussi positif parce qu'on a des personnes qui vont se mettre à faire de la course à pied, se mettre à même faire des marathons, avoir un esprit compétitif dans un objectif principal et initial qui était perdre du poids. C'est des personnes qui étaient en surpoids. Donc en fait, c'est pour ça je pense que poids et sport, on a vraiment tout un panel de situations qui vont des choses qui ne sont pas forcément négatives, plutôt de l'ordre de la santé, à des trucs où, comme tu le disais là, c'est un jeu pour nous, mais moi je sais que j'ai des athlètes qui me disent ah ouais, mais là il me faut encore 1% de masse grasse en moins, et puis qui sont un peu excessifs au niveau de leur assiette, et là on tombe dans tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, etc. Donc c'est pour ça, je pense aussi que réduire, ça a été très médiatisé avec Pauline Ferrand-Prévôt, mais réduire la problématique pondérale du sport d'endurance à simplement un truc, un aspect, une vision, je pense que c'est un peu réducteur entre guillemets, quoi. C'est
c'est des problématiques qui sont plus vastes. Et quand il y a des polémiques justement comme ça, Ouais. est-ce que tu essaies de rentrer dedans et de convaincre les gens ou généralement c'est très idéologique, les gens veulent pas entendre? Alors ouais, carrément. Là, deuxième sujet très important dans les sports d'endurance, mais comme dans plein d'autres sports, tu as vraiment les idées reçues, les mythes, les croyances qui sont véhiculées par le monde du sport, par les sponsors, par les encadrants, par les clubs, voilà, c'est véhiculé par tout le monde. Et ça, les idées reçues ont la peau dure, entre guillemets. Je pense que quelqu'un qui est convaincu, ça dépend des personnes, mais si tu vas à l'encontre, si tu vas au clash, entre guillemets, tu n'arriveras pas à le convaincre. Par contre, tu peux discuter. Moi, j'ai discuté avec certaines personnes. Je prétends jamais avoir raison. Hein. Je prétends plus ouvrir le débat qu'avoir raison. Et je pense qu'en fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue consensuelle. Et il faut admettre ce qu'on sait, il faut admettre ce qu'on ne sait pas. Et dans cette thématique-là aussi, je donnais un cours sur le REDS. Je ne sais pas si ça cause à tes auditeurs, mais le déséquilibre énergétique chez les sportifs d'endurance qui ne mangent pas assez par rapport à leurs dépenses. Et en fait, globalement, l'idée scientifique aujourd'hui, c'est pas REDS versus rien, tout va bien. C'est plutôt un espèce de continuum entre j'ai un REDS qui devient pathologique et j'ai un REDS qui finalement, ponctuellement, de manière courte, peu sévère, peut être même positif pour la performance de l'athlète à un instant T, de manière aiguë. Et donc vraiment, il faut relativiser tout ça. Parce que si aujourd'hui tu me dis est-ce que le REDS c'est mauvais, je peux te dire oui comme je peux te dire non. Et je vais surtout répondre ça dépend. Et donc pour répondre à ta question initiale, quand j'entends des gens parler de ça, souvent je me tais. Parce que, il y a des gens qui en parlent, mais la fameuse loi, je ne sais plus son nom, mais bref, quand on dit une connerie, ça prend 30 secondes, mais par contre, il faudrait 3 heures pour mettre un tout petit peu de science et de vérité, en tout cas d'actualisation dans le domaine. Donc je réponds rarement, et je suis assez sollicité par les médias aussi, t'imagines bien, dans le cyclisme, et là, l'affaire de Pauline Ferrand-Prévot, on m'a appelé plusieurs fois pour me poser la question, et ça dépend un peu de l'interlocuteur que j'ai en face, quoi. Le REDS, il y a quand même une notion chronique, de déséquilibre chronique. Ouais. Mais vous, est-ce que dans le vélo, vous avez des termes où il y a un poids de méforme, par exemple, un poids de vacances, un poids de forme, un poids de performance? Vous essayez de catégoriser ça? Comment ça marche? Alors déjà, c'est très individuel. Donc c'est pas un chiffre pour tout le monde. Tu imagines bien qu'un sprinter, c'est pas la même chose qu'un grimpeur, par exemple. Donc déjà, c'est très individuel. Et 2, on arrive, et c'est marrant parce que j'avais le débat il n'y a pas très très longtemps dans l'année, là, juste après le Tour de France, où en fait, en gros, on se posait la question du poids de forme des athlètes. Même plus que ça, c'est de la composition corporelle de forme. Alors c'est un peu plus compliqué, mais en gros, dans le poids, tu peux mettre la masse de tes os, de tes muscles, et de ton gras, de ton eau, tout ce que tu veux. Et en fait, on essaie de voir en fonction du profil quelle est en gros la composition corporelle sur laquelle il est le plus en forme avec ses paramètres de performance, ce qui me coïncide le plus, tu vois. Donc on peut avoir une meilleure composition sans être forcément plus léger. Du coup, je vais te donner un contre-exemple. C'est pour ça que je te parle de ça. C'est que le contre-exemple, là, j'ai un athlète où il y avait beaucoup de discussions avec le pôle performance et le pôle direction sportive, avec la critique traditionnelle visuelle, esthétique. Ah bah regarde, il est un petit peu gras par rapport à d'habitude. Ouais, mais en fait, c'est cette année qu'il a fait ses meilleures perfs. Et donc du coup, ça remet vraiment en perspective le lien précis entre un chiffre et une performance. Parce que tu sais comme moi que la performance, c'est oui, la composition corporelle rentre dedans encore une fois, mais c'est pas le seul truc. Et il y a tellement d'autres paramètres. Donc c'est pour ça, le mot de forme, je pense qu'en fait, il faudrait marquer la fourchette de composition corporelle de forme. Effectivement, s'il a un EMC à 35, on se doute bien qu'il ne va pas gagner à l'Alpe d'Huez. Mais voilà, donc on est un petit peu moins. On n'a pas forcément des chiffres précis, mais on a des fourchettes. On sait qu'effectivement, à telle masse grasse, globalement, il devrait être mieux. Et on fait un petit peu attention dans leur suivi, mais on en discutera peut-être après. Moi, j'ai pas une approche trop insistante là-dessus, parce que je pense qu'en fait, je ne suis pas le seul à le penser, mais d'être trop énervé avec certaines personnes sur ces thématiques-là, c'est justement le lit pour créer des troubles du comportement alimentaire. Et même pas jusque-là, pour créer vraiment une relation avec l'alimentation qui peut devenir pathologique. Mais vos cyclistes en période off, est-ce que vous leur dites profitez-en, mangez, faites… Carrément. Ouais, je pense. Mais parce que moi je pense que la tête c'est tout important que les jambes. Et en fait, il faut te dire que la vie d'un cycliste, c'est 50 ou 48 semaines où tu t'entraînes tout le temps. Et tu as 3-4 semaines dans ton année où tu peux faire entre guillemets moins attention, faire ce que tu veux. Et je pense que psychologiquement, c'est déjà une semaine où ils peuvent partir en vacances. Parce que mine de rien, nous dans la vie aujourd'hui, on part tous un peu en week-end à droite à gauche, on se déplace, on est en famille, on fait un repas et tout. Faut se dire que ces gens-là, ils font jamais ça toute l'année. Et pour certains, ils ont une femme, ils ont des enfants. C'est pas facile, ils n'ont pas les périodes de vacances scolaires. L'été pour eux, c'est pas. Pour nous, l'été, c'est un peu les vacances. Le demi-tour, il va nous emmerder.
pour l'été, c'est un peu les vacances, du coup, ça va être le côté sympa pour nous, mais pour eux, ils sont en plein dans la saison sportive. Donc du coup, c'est presque un peu... on leur laisse un peu quartier libre. Et j'imagine qu'il y a toujours 2-3 qui ont peur de prendre du poids pour les 1 an. Oui. Bon, on a des profils variables. Globalement, ils font tous... sincèrement, ils sont tous un peu en mode... je coupe, je relâche. Par contre, après, il y a la phase de réentraînement où là, on a des situations un peu emmerdantes. Et désolé du terme, mais en gros, à partir de mi-novembre, là, dans quelques jours, ils vont reprendre l'entraînement. Et en fait, on les réunit tous en décembre sur le premier stage. Et là, il y a un petit effet, comme tu disais tout à l'heure, comparatif. C'est tiens, toi, t'as bien repris, toi, tranquille, hein, t'as passé des bonnes vacances. Ils se challengent un peu entre eux. Et justement, en disant, tiens, toi, t'es bien enrobé. Ou alors, il y a la deuxième remarque, c'est t'as vu le copain, il est prêt, il a bien jobé, entre guillemets. Parce qu'en fait, en décembre, finalement, c'est un peu, on se redécouvre, on a les nouveaux coureurs de l'effectif. Puis on se compare énormément. Donc il y a cet effet reprise là de mi-novembre à mi-décembre. On a des athlètes qui vont très très bien. On a des athlètes qui parfois tombent dans justement un peu, ils font trop les choses pour revenir trop vite, trop bien. Ouais. Et moi j'ai eu des raides dans cette période-là, effectivement. Ça, moi avec l'expérience là en athlète, j'ai appris à pas vouloir de perdre de poids trop vite. Ouais. Tu vois, et vraiment à lisser la perte de poids. Et je trouve ça beaucoup plus sain. Moi je pense qu'il faut, la lisser et surtout l'intégrer dans un mode de vie qui est équilibré pour la personne au niveau plaisir. Il faut attaquer assez tôt, c'est sûr. Ouais, mais au niveau plaisir, tu vois, plaisir et psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, moi aujourd'hui, si un athlète me dit j'ai pas perdu trop de poids, que c'est correct, et par rapport à ce qu'il pourrait prétendre faire, prétendre être, prétendre vouloir, il n'a pas perdu énormément de poids, voire pas du tout, mais il se sent bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien dans son assiette, entre guillemets, ça fait des belles rimes, mais en tout cas, puis qui performe, qui fait ce qu'il a envie de faire, moi je n'y vois aucun problème en fait. Et à l'inverse, ça pourrait être embêtant. Donc la progressivité, mais vraiment le plaisir. Moi j'ai envie qu'un athlète, en fait, quand il mange, ça lui fasse plaisir. Et qu'on ne tombe pas dans le côté excès, restriction, régime. J'aime pas ces deux mots-là, régime. Régime, c'est vraiment péjoratif. Donc en fait, c'est exactement ce que tu dis, progressivité, mais surtout moi je remets un autre mot, c'est plaisir et équilibre. Aujourd'hui, bien manger, moi je me bats avec mes collègues diététiciens dans l'équipe de vélo et même pour le suivi des trailers, c'est pas retrouver une restriction alimentaire, c'est retrouver un équilibre alimentaire et dans le mot équilibre, il y a le côté psychologique et ça c'est monstrueusement important. Tu avais fait un truc super intéressant là, après le Tour de France, tu avais fait un tableau, tu calculais toutes les calories dépensées en moyenne, je crois qu'ils ont, vos athlètes ils dépensaient 80 000 calories sur les 3 semaines. Vous arrivez ça à les combler là par la diète? Oui, c'est un des enjeux parce qu'en fait, alors là vraiment on sort du cadre des discussions juste avant là, mais en gros on essaie de monitorer avec l'imprécision que ça peut avoir. Il faut le savoir aussi, il ne faut pas être non plus Dieu, mais mesurer une dépense énergétique c'est compliqué, mesurer un apport énergétique c'est d'autant plus compliqué. Et du coup on essaie d'avoir une estimation, un aperçu de ce que les athlètes peuvent dépenser en lien avec leur activité sur le vélo sur une étape du tour. Donc après il faut rajouter le métabolisme de base, ce qu'ils dépensent pour vivre entre guillemets. Et tout ça, on essaie de le compenser à la fois de manière quantitative mais aussi qualitative pour limiter, parce que le Tour de France c'est quand même 3 semaines. Et en fait on se rend compte que l'enjeu de performance c'est surtout la 3e semaine. Et si tu commences à installer un petit déséquilibre énergétique dès le début du tour, ça peut quand même impacter notablement ce qui va se passer sur 3 semaines. Alors je peux rentrer dans les détails mais ça prendrait du temps. Sur tout ce qui peut se passer, il y a une chose qui est notable, c'est l'énergie, ok, ça tout le monde se le doute bien. La récupération, tout le monde se le doute bien, mais il y a aussi tous les aspects immunitaires. Et ça c'est très important parce que nous ils tombent tous malades la 3e semaine, on ne se rend pas compte. Alors ça je pense qu'on va en parler. On parlait du REDES. Tu peux le définir en 2 mots pour les gens qui ne connaissent pas? Le REDES? Oui. Alors le REDES du coup, REDES, R-E-D-S, en fait c'est un acronyme anglais qui veut dire Relative Energy Deficiency in Sport. Donc les 4 mots sont importants. En gros, ça veut dire qu'il y a un déficit énergétique. Donc en gros, pas assez d'entrée par rapport aux dépenses, pour être très vulgaire, et en lien avec l'activité physique. En gros, ça veut dire que ça n'arrive pas chez les gens qui ne font pas d'activité physique. Et surtout, la dépense, c'est la dépense liée à l'activité physique. Donc à ça, il faut rajouter la dépense de la vie quotidienne. Mais en gros, c'est des athlètes ou des personnes qui font du sport, généralement à catégorie de poids, ou d'endurance et qui vont avoir cette dissociation entre l'énergie et la qualité de l'alimentation qu'ils vont apporter par rapport à leurs dépenses. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément aigu. En fait, en aigu, sur quelques jours, ça pose rarement de problème. Sur quelques semaines, même les athlètes ils perdent un peu de poids, donc il y a de la donnée scientifique qui montre que ça pose rarement de problème. Par contre, à long terme, on sait aujourd'hui qu'à long terme, il y a pas mal de choses. Au bout de quelques mois d'installation, on a des perturbations de plein de trucs. Et ça peut être vraiment embêtant. Et c'est quoi alors ces perturbations?
Ah bah, il y a florilège de choses. On pourrait en parler des heures, mais il y a tout ce qui est déjà grosse perte de poids, perte musculaire. Pour les athlètes sportifs, c'est un peu embêtant. Il y a une grosse altération des capacités de performance, ça peut être embêtant. De tout ordre, hein. Ça peut être l'endurance, la force, l'endurance de force, les performances cognitives, etc., etc. Puis après, au niveau santé, on a des anomalies de presque quasiment toutes les fonctions de l'organisme. Le système immunitaire, il est fragilisé, entre guillemets. Le turnover osseux, le métabolisme osseux aussi, qu'il est impacté par ça. Le système hormonal, je cite ces trois-là parce qu'en fait, c'est ceux qui en pratique donnent des symptômes et puis vont donner de l'écho à ce qu'on peut faire en clinique. Après, il y a plein d'autres trucs, hein. Ça peut être des symptômes psychodigestifs, métaboliques, endocriniens autres que les hormones sexuelles, etc., etc. Il y a vraiment plein de trucs, hein. Vraiment plein de trucs. Est-ce qu'on peut être en RAID-S sans perte de poids? Oui. Alors, c'est pas le plus fréquent, mais oui, ça c'est possible. Et puis aussi, juste un truc, on peut être en RAID-S avec une assiette qui semble normale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est pour ça que dans la définition, je te disais ça, c'est en lien avec le sport. Et en fait, imagine, tu as une grosse dépense calorique, on parlait du Tour de France, et imagine, tu es un cycliste, tu as 4000 kilocalories en plus de tes 2000 de base que tu dépenses. Si tu mets 3000 dans une assiette, ça va être énorme pour toi, ça va être vraiment gros. Et tu vas dire, lui il mange bien, il n'y a pas de problème. Oui, mais en fait il mange bien par rapport à monsieur, madame, tout le monde, mais par rapport à ses dépenses, c'est pas suffisant. Donc vraiment, faut pas avoir l'aspect réducteur du RAID-S qui concerne que des athlètes qui sont très maigres, parce que ça peut concerner des athlètes qui ne sont pas très maigres. Ça concerne rarement des athlètes qui sont morphologiquement en surpoids, on est bien d'accord. Et puis la deuxième chose, il ne faut pas la réduire à penser que ce sont simplement des athlètes qui mangent des graines comme des piafs. Non, on a des athlètes qui mangent de manière plus conséquente que le commun des mortels et qui pourtant sont en RAID-S. Ok. Et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, un athlète? Alors quand, par rapport à la situation ou par rapport à sa vie? Par rapport à la situation, quels doivent être les signes qu'il doit commencer à se Moi, dire? grosso modo, pareil, je fais le focus sur deux trucs qui, à mon sens, sont importants. C'est quand tu as un athlète qui contre-performe, et puis tu sens qu'il commence à sauter des repas ou à faire trop attention à son poids, à se peser tous les jours, à être un peu dans un comportement, là on est plus de l'ordre du psycho, hein. Ouais. Mais voilà, et puis qui du coup devant cette contre-performance va s'entraîner plus, il va même pas s'accorder de repos. Je pense que ça commence à être un profil à faire attention. Ça c'est plutôt versant entraînement, perf, etc. Et puis versant clinique, c'est l'athlète qui est tout le temps blessé, l'athlète qui est fatigué, la fatigue chronique de l'athlète. C'est normal d'être fatigué quand on s'entraîne, mais il y a des limites entre guillemets. Normalement il y a des phases où on surcompense. Et puis après les blessures, dans les blessures il y a la fracture de fatigue. Franchement chez le sportif d'endurance, c'est ce que je dis aux kinés en formation. Si aujourd'hui vous avez une fracture de fatigue au cabinet, il faut que vous pensiez, je ne dis pas que toutes les fractures de fatigue sont des RAID-S, mais il faut penser aux RAID-S, enfin, c'est obligatoire. Et puis je vais revenir sur un dernier truc qui est important, on pourra en mettre plein d'autres, hein. Mais ceux qui tombent souvent malades, mais aussi les problèmes hormonaux. Ouais. Et donc si on prend la femme, parce que c'est visiblement plus simple, toutes les filles qui n'ont plus leurs règles ou qui n'ont jamais eu leurs règles et qui sont sportives d'endurance, là c'est gros red flag comme on dit en kiné, c'est-à-dire là il se passe un truc, quoi. Il faut y penser. Je ne dis pas que tout ça ce sont des RAID-S, mais il faut y penser chez le sportif. Et ça, tu vois, les quelques filles que j'ai interviewées, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de problèmes d'aménorrhée justement. Ouais. Et il y a beaucoup de médecins, elles me disaient, qui leur disaient c'est normal, tu fais du sport d'endurance, etc. Et elles, précisément, à partir de quand une aménorrhée doit devenir critique? Alors déjà deux choses. Je pense que toute aménorrhée. Alors aménorrhée pour tes auditeurs, c'est l'absence de règles depuis plus de 3 mois. Et on a l'aménorrhée qu'on dit secondaire, c'est-à-dire une fille qui a eu ses règles et puis elles disparaissent. Et puis on a l'aménorrhée primaire, c'est aussi important, c'est-à-dire c'est une fille qui commence à avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans et qui n'a jamais eu ses règles. Ouais. Et donc là, ça c'est vraiment embêtant. Et donc du coup, dans ce cadre-là, ce qu'il faut juste comprendre, c'est deux choses par rapport à ces profils-là, c'est que grosso modo, c'est pas normal. Il y a un truc. 2, il faut éliminer pas mal de choses qui peuvent donner une aménorrhée, qui peuvent supprimer les règles. La première, c'est une grossesse, hein. Mais il y a d'autres situations pathologiques qu'il y a à éliminer avant de dire que c'est à cause du RAID-S ou du sport. Mais après, je reviens sur ma première phrase, c'est pathologique, c'est pas normal. En fait, c'est le témoin clinique d'une désadaptation. Si on a éliminé toutes les pathologies qui donnent ça, hein, c'est le témoin clinique d'une désadaptation de l'organisme aux charges d'entraînement depuis plusieurs mois. Et nous, on en vient même à faire des dosages biologiques réguliers chez les athlètes parce qu'on arrive à voir déjà des perturbations avant que les règles disparaissent. Ouais. Et c'est un peu l'enjeu. Pour tes auditeurs, mais le système hormonal chez la femme, mais on en parlera peut-être après, chez l'homme, il est hyper sensible aux charges d'entraînement. Et pas plus qu'à la charge elle-même, à la capacité qu'ont chaque personne à s'adapter à ces charges-là. Donc moralité, absence de règles égale pas normal, égale je consulte du médical, à minima gynécologue et médecin.
Et après, ouais, il faut avoir un peu cette sensibilité médecine du sport, effectivement, on en parlait en introduction. Alors ça m'intéresse. Tu disais la charge hormonale est sensible à la charge d'entraînement. La réponse hormonale est sensible à la charge d'entraînement. Exactement. Moi, je pensais que la réponse hormonale était sensible au taux de masse grasse, justement. Si, il y a plein de trucs en fait. Je te disais, il n'y a pas que ça. Mais ouais, carrément. Mais comment elle répond à la charge d'entraînement? Alors, de manière multifacétaire, de manière très simple, je vais te répondre, c'est pas très précis, mais l'inflammation, la sécrétion chronique de cortisol, la désensibilisation centrale de certaines hormones, je ne vais pas rentrer dans le détail, fait qu'en fait, au niveau de ton cerveau, c'est le haut lieu de contrôle de la production des hormones, et bien en fait, on a une espèce de frein qui se met en route. Et on a un freinage, des axes hormonaux. Le plus connu, c'est l'axe hormonal sexuel chez la femme, mais chez l'homme, mais t'as pas que ça en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y en a d'autres. Tu as l'axe thyroïdien. On sait que chez les sportifs qui s'entraînent beaucoup, la thyroïde, elle fonctionne un petit peu au ralenti. Tu as l'axe de croissance, l'hormone de croissance. Puis tu as l'axe simplement aussi, qui est le plus connu d'ailleurs au passage, c'est l'axe corticotrope. La cortisone, c'est la réponse à l'effort. Et donc là, ça fait le lien avec des difficultés de réponse à un nouvel effort et donc en gros surentraînement. Mais vraiment, l'activité physique, par tous ces mécanismes-là, c'est principalement des mécanismes hormonaux, va freiner tout ça. Tu parlais de la masse grasse, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on sait aujourd'hui, il y a une hormone qui est sécrétée par les cellules de la masse grasse, qu'on appelle les adipocytes, ces cellules. Elles sécrètent une hormone qu'on appelle la leptine. Et donc en fait, plus tu as de masse grasse, plus tu as de leptine. Et la leptine, normalement, elle va dans le cerveau en disant arrête de bouffer. Ce qui est un peu logique, c'est-à-dire que tu prends du poids, tu as beaucoup de leptine, arrête de bouffer. Et en fait, on s'est rendu compte que chez les athlètes qui étaient en très faible masse grasse, donc d'endurance, et qui avaient un freinage hormonal, donc en gros, il n'y a quasiment plus de production de leptine, puisqu'il n'y a plus d'adipocytes, il n'y a plus de gras. En fait, quand tu le remets, tu fais une injection de leptine, ça leur relance leur cycle. Donc en fait, c'est tout ça pour montrer qu'il y a un lien entre la masse grasse, comme tu le disais tout à l'heure, et le cycle en lui-même hormonal. Donc chez le sportif, il y a forcément un lien entre je vais perdre rapidement beaucoup de poids et surtout de la masse grasse et l'impact que ça va avoir sur sa production hormonale. Ok. C'est sûr. Et donc tu parlais de la cortisone, etc. Ouais. Ou des problèmes thyroïdiens. En fait, le meilleur témoin, c'est quand le gars est hyper fatigué, c'est qu'il Ouais. comprenne qu'il s'entraîne trop. En fait, c'est l'éternel problème des sports d'endurance, que ce soit du côté pathologie, parce que là on parle du REDS, mais simplement de la perf, c'est de savoir à partir de quel moment il bascule. Et ça, c'est assez individuel. En fait, on parle de charge d'entraînement, j'aime pas trop ce mot-là, parce que les gens, ils raisonnent en charge externe, en volume, en intensité, en score composite hebdomadaire, qui sont pertinents, hein. Je n'ai pas dit que c'est pas pertinent. Mais en fait, ce qui m'importe le plus, c'est par exemple aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, la semaine dernière, j'ai fait 10 heures. Et je ne sais pas si tu t'adaptes ou pas à ces 10 heures. Peut-être que tu ne t'adaptes pas du tout et que tu tombes justement dans une désadaptation à REDS ou je ne sais pas quoi, et que ton fonctionnement hormonal se passe bien. Puis ça se trouve chez notre voisin, chez moi, chez un autre, 10 heures, ça passe entre guillemets crème. Donc en fait, c'est pour ça que la charge, on la dissocie un peu en charge externe, charge interne. Moi, j'aime bien la charge interne, c'est-à-dire finalement pas combien je me mets dans la tronche à l'entraînement, mais comment mon corps est capable de s'adapter à ça. Et pourquoi j'aime bien ça ? Parce qu'en fait, ça fait le lit de plusieurs trucs. L'alimentation, le sommeil, le stress, nos modes de vie, nos enfants, notre boulot. Et en fait, chez les sportifs d'endurance, le point de bascule, il va dépendre aussi de ces facteurs extrasportifs. Ouais. Tu parlais des problèmes immunitaires quand on est trop faible, justement, dans le cas d'un REDS ou pas d'ailleurs. Ouais. Et comment vous faites sur le terrain pour lutter contre ça ? Il n'y a pas que le masque chirurgical, j'imagine. Ouais, non, en fait, tu as deux stratégies. T'as trois stratégies. La première, c'est de dépister et de traiter quand ils sont malades. Ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Même si, juste au passage, du fait de l'immunodépression liée au sport régulier, au sport intensif, ils ont quand même des maladies qui durent un peu plus longtemps, des maladies un peu bizarres. Des fois, ils font des réactivations de mononucléose, des trucs un peu comme ça. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ils font des choses qui sont un tout petit peu différentes du commun des mortels. Puis après, dans les deux autres axes, c'est prévenir, c'est ce que tu disais. Il y a tout ce qui est gestes barrières, prévention contact, limitation des transmissions, etc. Donc ça, nous, on fait quasiment ce qui se fait dans les hôpitaux, avec les possibilités qu'on a, mais c'est masque, désinfection des surfaces régulières, limitation des contacts, etc. Test, si on veut faire du test de dépistage, de portage de certains virus. Et ça, c'est tellement important parce que par exemple, sur un Tour de France, en fait, tout ce que tu fais la première semaine, ça aura un impact une semaine après ou 2 semaines après. Ouais. Et quand tu arrives en 3e semaine et tu constates que les mecs sont malades, je ne vais pas dire que c'est un peu trop tard, mais même si c'est multifactoriel. Et dans l'autre axe de prévention, et c'est là où nous, par contre, on travaille au quotidien dans l'ombre du cyclisme, c'est en fait de dépister des états qui peuvent immunodéprimer. Carence en fer, carence en vitamine D, REDS, justement, déficit énergétique, impact psychologique, troubles circadiens, troubles de récupération. Il y a plein de thématiques qu'on peut mettre là-dedans.
Et en fait, tout ça, ça ne va pas les empêcher de tomber malades. Mais on va dire qu'on va retirer tous les petits grains de sable qui sont dans l'engrenage en lien avec leur vie de sportif. Et si vous avez un athlète, j'imagine qu'il y a le Covid, vous l'excluez tout de suite de l'équipe, pas forcément que. Il y a eu toute une sphère post-pandémie ou durant la pandémie de Covid où effectivement c'était Covid, il rentrait à la maison terminé, on isolait ceux qui étaient en chambre avec lui, on les testait pendant 48 heures. En fait, en toute objectivité, on est un peu sorti de la pandémie, mais n'importe quel virus, n'importe quelle infection. Donc Covid ou pas Covid, généralement on a des stratégies assez agressives, je te le cache pas. Il y a des gens qui pourraient rire parce que c'est pas non plus des patients qui sont en maladie infectieuse, en réanimation, etc. Faut relativiser aussi. Mais c'est quand même des gens qui sont globalement sensibles un petit peu, faut pas se le cacher. Et l'enjeu sportif, il est plus important que l'enjeu de santé. Donc on n'a pas les mêmes référentiels, mais on les isole, chambre seule, ils n'ont plus de massage, parce que sinon le masseur quand masse 2, il transmet le virus. On leur met globalement des masques, FFP2, ils ont des solutions hydroalcooliques, on désinfecte le bus, ils font même pas le briefing dans le bus. Ils rentrent pas chez lui. Certains rentrent chez eux, mais après sur le Tour de France, faire rentrer un mec chez lui parce qu'il a le nez qui coule, on commence à se poser des questions quand même. D'accord. Parce qu'il y a infection et infection aussi. C'est ça, l'enjeu il n'est pas si simple qu'on croit. Parce que le problème c'est qu'il y en a un, il peut avoir le nez qui coule et mal à la gorge, mais pas le dire. Ouais. Et puis aussi, nous on a beau faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on fait bien dans le cadre de nos stratégies de prévention, dans l'équipe, dans la bulle équipe. Après, ils sont dans des hôtels où des fois il y a d'autres personnes dans l'hôtel. Il y a la presse, les médias, les journalistes, parce que pendant la Covid, on était tranquille, mais là maintenant, tout est redevenu comme avant. Et puis dans le peloton, ils sont à côté de l'autre coureur pendant 4 heures. Et si l'autre il lui tousse dessus, c'est la même chose. Mais je suis même étonné quand à la fin, on voit Alaphilippe qui va serrer les mains de tout le monde, alors qu'il y a 4 ans, tu vois, il a tout le monde masqué. Ça m'étonne quand même qu'à ce niveau-là. Il y a des trucs, nous, on a mis en place cette année, alors on n'y avait pas trop pensé avant. On leur donne un stylo aux coureurs quand ils vont signer et qu'ils reviennent au bus. Pourquoi ? Parce qu'ils signent avec leur propre stylo, ils prennent pas le stylo de tout le monde. Oui. Mais faut y penser, tu vois. Oui, sûr. Et c'est des petits trucs, on leur dit de pas serrer des mains. Quand ils font des photos, c'est des photos de loin, de pas prendre les téléphones des gens. Et le risque de zéro n'existe pas, quoi. Tu vois, j'avais demandé à des auditeurs de poser des questions à un médecin. Il y a eu plein de questions, mais il y en a une qui est revenue plusieurs fois. On va toujours revenir à cette notion de poids. On m'a demandé, en gros, comment s'affûter juste avant une course sans perdre d'énergie. Donc tu vois, toujours les gens, une semaine avant, ils veulent encore perdre un peu de poids sans perdre d'énergie. Alors c'est marrant possible, parce que... Et c'est d'ailleurs, et c'est une question que j'avais posée à ma diète, je me souviens moi-même. Et comment vous faites, vous ? Alors, 2 choses. Je pense que les gens, ils galvaudent le mot affûtage. Affûtage, là, on parle de sécher. Voilà, ok. Parce que l'affûtage, c'est plus des processus physiologiques de restauration des processus de surcompensation pour l'entraînement. Là, l'affûtage physique, le séchage, moi, ma première question, c'est a-t-on vraiment besoin de perdre du poids juste avant une compétition ? Il faut relativiser un peu, déjà, parce que sincèrement, il va y avoir un truc qui va aller complètement à l'inverse de ça. C'est la restauration du stock glycogénique les 3 jours avant l'effort où tu vas forcément prendre un peu de poids. Donc déjà, je dis aux athlètes, c'est normal. En gros, je crois qu'il faut 4 grammes d'eau pour 1 gramme de... 2,8, 3 grammes. En gros, c'est ça. Donc il y a forcément une petite prise de poids les 2 jours avant. Donc déjà, là, moi, je dis aux athlètes, c'est normal et ce serait presque anormal qu'il n'y ait pas ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas ça et ils s'entraînent trop et ils perdent trop de poids, ils vont être contre-performance, c'est quasiment sûr. Maintenant, là, on parlait des 3 jours avant la compétition. Si on se projette un petit peu plus loin, la semaine ou les 2 semaines ou les 3 semaines avant, si tu en es arrivé à te poser la question comment je dois m'affûter avant la course, c'est que tu n'as pas bien fait le job encore avant. C'est que c'est trop tard, quoi. Donc je dis pas que c'est trop tard. Je dis il est toujours temps de faire un peu attention à ce qu'on mange. C'est surtout en fait, on ne se le cache pas, généralement c'est la trop grande prise de glucides. Voilà, globalement, pendant les repas, oui, pourquoi pas, mais surtout en dehors des repas. En plus, ça peut être logique de moins en prendre vu que tu cours moins, quoi. C'est ça. Et exactement, même s'il faut faire attention à l'approche de la course, encore une fois, les 3-4 jours avant, il ne faut pas se restreindre. Vraiment, s'il y a un message à passer, c'est ça. Parce qu'énergétiquement, ça ne va pas bien se passer. Moi, j'ai un exemple, j'avais un athlète qui a décidé de faire du low carb. Enfin, pas du low carb, mais en gros, c'est une technique où il mangeait moins de sucre en se disant, je vais améliorer mes lipides, l'utilisation de mes graisses à l'effort. En fait, c'est pas con. C'est pas con quand tu fais ça à distance d'une compétition et que tu vas stimuler ton organisme. Mais quand tu fais ça la veille d'une compétition, ton organisme il a plus de stock pour partir pour l'effort, pour la compétition et puis du coup il a été contre-performant. Donc vraiment le maître mot dans cette question-là c'était les 3 jours avant, ne pas vouloir sécher absolument. Je parle des sports d'endurance, je parle pas des sports à composante de poids où il faut perdre de l'eau, etc. parce que du coup c'est pas mon domaine. Mais les sports d'endurance, ne pas vouloir faire ça c'est hyper important. Et les semaines avant, c'est plus faire attention en fait ça rebondit sur des trucs qu'on pourrait conseiller aussi un mois avant sur son assiette et surtout sur l'apport glucidique en dehors des repas, la charge insulinique. Bref, aller
mettre trop de sucre à des périodes où on ne le dépense pas. Vraiment, ça c'est important. Puis après, tu as fait une formation en nutrition, on pourrait parler de plein d'autres paramètres. Mais par contre, autre chose, je me permets de le mettre là parce que c'est important, ne pas faire la chasse aux graisses. Parce que souvent les gens ils se disent ouais, graisse égale poids, je prends moins de gras, alors qu'en fait non, les graisses c'est la régulation de notre inflammation, nos hormones, nos parois cellulaires, et en gros c'est tout ce qui va faire qu'on s'adapte à l'entraînement et aux charges d'entraînement. Donc si vous vous restreignez trop en graisse, vous allez manifestement aller à l'encontre de gros problèmes d'adaptation à l'entraînement. Et d'un point de vue un peu pratique, simple, il faut éviter de se peser 3 fois par jour les 3 jours avant. J'ai envie de dire oui. Alors peut-être que d'autres personnes ça va les rassurer, c'est très individuel, mais globalement oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont trop excessifs avec le poids. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses avant d'être trop pointilleux sur le poids par rapport à ça. Je pense qu'il faut aussi un truc qui est important dans cette phase d'affûtage, c'est d'arriver à relâcher psychologiquement. Par rapport à une compétition importante. Le marathon, c'est la compétition qu'on prépare depuis des mois. Si 3 semaines avant, on se met la pression tous les jours à se peser, psychologiquement, on se met vraiment une emprise notable. Donc là, on rebondit sur des thématiques de psycho, de suivi psycho, etc. Mais hyper important, comme tu dis, ouais. Allez, j'ai quelques questions à réponse plus ou moins rapide sur la validité scientifique de certains trucs. Ouais. Le régime dissocié scandinave, aujourd'hui. Intéressant, mais pas... Ah ok, je pensais que tu aurais une réponse binaire. Non, je vais l'avoir en binaire, mais en 2 phases. Dans le sens où recharger un peu en glycogène les 3 jours avant en sucre pour partir avec des taux optimaux, oui. Donc ça peut être intéressant, mais sans être vraiment excessif, surtout sur, je ne sais pas si tes auditeurs ils le connaissent bien, mais la partie initiale qui était vraiment zéro glucide. Ouais, zéro glucide, parce que là ça crée vraiment beaucoup de fatigue. Et en fait on s'est rendu compte avec une littérature scientifique qui est assez abondante maintenant, que finalement les jours précédant la course maintenant suffisent largement pour optimiser ses stocks et avoir des stocks utilisables. Donc globalement je vais dire, la réponse binaire c'est non, mais je ne vais pas dire non dans sa forme complète, quoi. Et en plus le problème de ça, moi je vois sur le terrain, c'est que les gens souvent ils l'essayent. Ouais. Ils ne l'ont jamais fait avant, ils l'essayent le jour d'une compète hyper importante. C'est ça, ouais. Non, mais je suis d'accord. Les nitrates, valable ou pas? Valable. Les nitrates, donc c'est ce qu'on a dans le jus de betterave, généralement. Ouais. Alors si tu veux une réponse courte, je vais te dire valable. Ouais, non, mais tu peux développer. Après, si tu veux une réponse un chouïa plus longue, est-ce qu'il faut absolument le faire? La réponse est non. Pour tes auditeurs, en gros, le nitrate, ça va être converti par plein de mécanismes différents de l'estomac à la bouche, avec les bactéries dans la bouche, en NO, en monoxyde d'azote, qui a des vertus de dilatation des artères et peut-être d'économie de course, etc. Quand tu regardes la littérature, alors quand tu retires les articles qui ont un peu de conflit d'intérêt, on a des choses qui sont assez intéressantes, on en a d'autres un peu moins. Globalement, ça peut être utile avant une compétition, pas forcément une seule prise, mais des prises répétées sur plusieurs jours, voire même maintenant il y a de la littérature qui nous dit 14 jours. Donc voilà. Okay. Mais en soi, c'est pas... Vous en prenez sur le tour? Nous, sur le tour, ils en prennent, ouais, effectivement. Ouais. Parce que là, on est vraiment à la recherche de la cerise sur le gâteau. Mais pour avoir une cerise sur le gâteau, il faut avoir un gâteau solide. Ouais. Donc ceux qui veulent faire du jus de betterave, ok. Mais si, par exemple, ils font n'importe quoi au niveau nutritionnel avant, enfin, il y a des priorités. Voilà. Le bicarbonate, c'est dans le vélo. C'est utile, c'est très utile. Mais vous en mettez sur une étape lambda à tout le monde ou juste un non. Déjà, il y a une individualité de réponse. Il y en a qui le tolèrent bien, d'autres qui le tolèrent pas bien. Déjà sur des symptômes, sur des effets indésirables, typiquement effets indésirables digestifs. Deuxième chose, il y a des athlètes qui vont peut-être répondre bien ou pas bien au niveau perf pur. Et ça, c'est difficile de le mesurer en conditions réelles en course. L'objectif du bicarbonate, c'est de tamponner un petit peu un sous-produit de la glycolyse. En gros, les efforts intensifs de 1 à 4 minutes. Et la science, elle montre ça, elle montre que c'est utile pour des efforts jusqu'à 4-6 minutes grand max. Donc de tamponner les ions H+, l'acidité entre guillemets. Sauf que le problème qu'on a avec le bicarbonate, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit des doses assez importantes. C'est des 20 grammes, 22 grammes et tout. Puis à consommer avec un timing un peu particulier, c'est-à-dire au moins 1h30 voire 2 heures avant un effort. Enfin avant l'effort escompté. Donc le problème qu'on a nous dans le vélo, c'est que si c'est pour un sprint, il va falloir le prendre pendant l'étape. Mais pas au moment du sprint, ni 15 minutes avant. Il va falloir prendre au milieu de l'étape. Et ils font comment concrètement? Donc soit on prépare avec des bidons, généralement c'est dans des bidons, qu'il y a dans les bagnoles des directeurs sportifs, c'est le plus simple parce que tu arrives à mettre la quantité qu'il faut. Le problème c'est que diluer 20 grammes, si tu mets ça dans des petites fioles ou je sais pas quoi, ça se dilue pas. Donc en fait une vingtaine de grammes, voilà. Mais encore une fois, 20 grammes de bicarbonate, j'invite tout à chacun à tester. Au niveau digestif, c'est très particulier quand même. La caféine. Ouais, la caféine, alors là pour le coup je prends pas de difficulté à te dire que ça marche au niveau effet positif. Alors faut pas confondre café et caféine, mais ça c'est encore un autre débat. Mais sur la molécule en elle-même, au niveau de la perf, il y a tout un champ qui dit que ça marche. Alors ça peut donner des effets indésirables aussi, mais il y a tout un champ de la littérature scientifique à montrer que ça marchait bien, et pas que pour les sports de force
de réactivité, etc. Même pour les sports d'endurance. On a vraiment un profil de truc qui est intéressant. Et après, il y a une grosse individualité de réponse. On est tous plus ou moins sensibles à la caféine, on l'élimine tous plus ou moins rapidement. Ça, c'est génétique, on n'y peut rien. Et puis après, il y a tout un pan de quel dosage je prends, à quel moment pour la perf. C'est un peu comme le bicard. En gros, on a une petite heure d'action, un peu moins quand c'est des chewing-gums ou des sprays. Et puis on a grosso modo un effet qui est plutôt positif entre 3 et 6 mg kg en prise, mais on va avoir des athlètes qui vont être plutôt sur la fourchette haute et d'autres sur la fourchette basse. Et puis au-delà de ça, on a parfois plus d'effets indésirables que d'effets bénéfiques. On pourra en parler des heures de la CAF. Et en fait, le plus n'est pas forcément le mieux. Voilà, est-ce qu'il y a un effet d'accoutumance par contre? Un petit peu, alors grosse discussion. Oui, il y a un effet d'accoutumance quand il y a une consommation chronique quotidienne. Accoutumance à la perf, il y a un point d'interrogation parce qu'il y a des études qui disent oui, d'autres qui disent non. Mais ouais, on s'est rendu compte que les athlètes habitués à entraîner, par exemple, pour avoir des effets similaires, ils ont besoin d'être sur la fourchette 5-6 mg kilo jour, enfin kilo prise, que 3 mg entre guillemets. Une question là rapide qu'on voit beaucoup dans le vélo, je ne sais pas si on l'a vu encore cette année, les kétones. Ouais. Alors c'est quoi ta question du coup? Valable ou pas scientifiquement? Valable, oui, il y a des données intéressantes. Mais à quel prix tu viens de dire? Alors à quel prix? De la santé ou le prix du litre? Prix au litre, les deux. C'est ça. Non, grosso modo, alors déjà le gros problème des cétones, en fait intellectuellement, c'est d'utiliser des carburants qu'on produit naturellement quand on est dans des phases de jeûne. En fait, quand tu jeûnes, quand tu manges plus de glucides, tu produis des cétones pour donner de l'énergie à tes organes qui ont besoin d'énergie même quand tu manges pas, à ton cerveau. Kétone, c'est en anglais, ouais. Voilà, kétone, cétone. Mais du coup, on en produit déjà naturellement. Par exemple, là, cette nuit, ce matin, avant le petit déjeuner, tu dosais tes cétones dans le sang, tu en avais un petit peu. Maintenant, la question, c'est qu'on s'est dit, mais attends, si on donne à manger normalement à des athlètes et qu'on leur donne des cétones en plus, peut-être que ça leur fera une autre source d'énergie, ce qui n'était pas con. En fait, les premières études, elles ont été faites par des gens qui vendaient ça. Donc en termes de conflit d'intérêts, on va dire que c'est pas foufou. Quand tu retires ces études-là et que tu regardes des études un petit peu plus riches, denses, un peu moins discutables sur le plan des biais des conflits d'intérêts, en fait à l'effort c'est modeste l'effet, voire pas grand-chose. Voire même pour certains profils, effet inverse. D'accord. Donc sur cet aspect perf, je pense qu'il y a beaucoup de médiatisation autour d'un truc qui est pas foufou. Sur l'aspect récupération, il y a des trucs notables. Et là pour le coup il y a des trucs assez notables sur la restauration glycogénique, la fatigue, etc., fatigue centrale. Puis après sur la consommation au quotidien, il y a des études qui montrent que peut-être au niveau de notre cerveau, au niveau de la réponse hormonale, etc. Il y a encore beaucoup de si. Ah, il y en a qui le prennent au quotidien. Il y en a qui le prennent au quotidien, ouais, pour d'autres indications, et sachant que c'est aussi utilisé sur le plan de la santé pour des épilepsies réfractaires, d'autres indications qui n'ont rien à voir avec le sportif, enfin qui ne sont pas dépendantes du sport. Donc voilà, non, je pense que les cétones, pour faire une conclusion là-dessus, c'est sous surveillance de l'UCI, enfin ils émettent des avis régulièrement, du MPCC aussi. Au niveau de la santé, on ne va pas dire de bêtises, pour l'instant on se doute qu'il y a peut-être quelques petits effets indésirables, mais en fait on ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas un énorme recul non plus. Ça semble pas être foufou non plus, c'est pour ça que c'est toujours pas interdit par l'AMA. Et pourquoi c'est si cher? Je crois que c'est 1000 € le kilo. Ouais, alors maintenant il y a des... Parce qu'au début il y avait qu'une entreprise qui développait ça, donc forcément ils avaient le monopole. Maintenant il y en a plusieurs, donc on va dire que l'effet concurrence fait que le prix sur le marché diminue. Mais globalement les cétones, la conclusion qu'il faut avoir c'est il y a eu tout un effet médiatique. Alors est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Ça, chacun y mettra son avis, j'ai le mien. Les autorités de régulation du dopage et de la santé des sportifs l'ont sous surveillance toujours. Attendent des études un peu plus qualitatives sur les effets, peut-être sur la santé. Donc pour l'instant, il y a des réponses, je ne peux pas t'apporter toutes les réponses à ça, enfin des questions. Et puis la dernière chose, c'est qu'on ne peut pas dire pour l'instant qu'on n'a pas trop d'effets en récupération, parce qu'on en a un petit peu. Par contre, à l'effort, c'est plus modeste. De toute façon, il suffit de voir un peu ce que font les athlètes. À l'effort, ils ne le prennent plus. Ouais. Ils prennent vraiment sur la ligne d'arrivée. Donc j'ai envie de dire, les sportifs, ils s'adaptent aux connaissances scientifiques, même aussi mineures soient-elles. Ok. On voit beaucoup en vélo, je crois que si je ne me trompe pas, dès qu'ils arrivent à une étape, ils boivent souvent une mixture là, rose. C'est pas du jus de raisin Saint-Yor? Si, c'est ça. C'est juste ça. Ouais, alors c'est pas du jus de raisin, c'est du jus de cerise plutôt. Du jus de cerise. Mais en fait, en gros, l'idée c'est d'adjoindre une molécule qui aurait, alors pareil, plein d'effets, mais son effet principal c'est d'être riche en antioxydants, en polyphénol, pour tamponner un petit peu cet excès de radicaux libres et optimiser la récupération derrière. Donc on a le raisin, en fait tous les fruits rouges entre guillemets sont riches en polyphénol. Et après, scientifiquement, si on veut rentrer dans le détail, il y a des chercheurs qui ont montré que la cerise, en tout, une certaine variété de cerises, Montmorency, peu importe, aurait un effet antioxydant encore plus puissant.
Donc c'est pour ça que certaines boîtes développent même des suppléments à prendre spécifiquement très concentrés, parce que sinon ça fait des quantités alimentaires importantes. Mais le jus de raisin, jus de myrtille, mûre, cranberry, tout ce qui est fruits rouges, c'est riche en polyphénol. Ok. Après, reste à savoir si c'est bio ou pas bio, parce que ça modifie la quantité de polyphénol dedans, etc. Mais ouais, c'est ça, effectivement. Ouais. Ok. Un peu de traumato, si tu n'as Ouais. pas la réponse, n'hésite pas à pas me répondre. Vas-y. Avec le recul qu'on a, les PRP, c'est efficace aujourd'hui sur la tendinopathie? À tendinopathie. En gros, les Toi, PRP. t'en fais sur autre chose? En fait, les PRP, alors je ne suis pas un spécialiste du PRP, donc effectivement, il faudrait poser la question aux spécialistes. Après, reste que les spécialistes du PRP, peut-être qu'ils vont dire que ça marche aussi, parce que forcément, ils sont spécialistes du PRP. Non, au début, on manquait un peu d'évidence, mais maintenant, on a quand même de la documentation assez intéressante. Dans l'arthrose du genou, par exemple, les pathologies cartilagineuses dégénératives, on a des trucs très intéressants. Sur un tendon fissuraire dégénératif, on a des choses très intéressantes. Sur des phénomènes réenclenchement de processus cicatriciels, pro-inflammatoires, etc. Donc ça, c'est intéressant. Le PRP ne se limite pas qu'aux plaquettes. Il y a la concentration en globules blancs, il y a des facteurs de croissance qu'on a dans le plasma. Donc en fait, c'est plutôt un produit global plus que simplement des plaquettes. Et en fait, le gros problème du PRP, c'est qu'il y a plusieurs techniques de fabrication. Il y a plusieurs PRP différents. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir une science qui arrive à bien randomiser le truc. Et puis l'autre chose, c'est aussi des indications bien précises. Et effectivement, pour le dégénératif et le fissuraire, etc., sur le tendon, ça semble intéressant. Il y a moins de recul que sur le cartilage, clairement. Mais après, par contre, sur le tendon inflammatoire, souvent on voit du PRP qui est fait sur des ténosynovites, par exemple. Même si les résultats semblent satisfaisants, je pense qu'on manque encore un petit peu de recul, on va dire très valide. Il y a des choses intéressantes quand même. Le PRP, la réponse, elle va continuer à évoluer un petit peu dans le temps. Ok. Voilà, mais tu vois, par exemple, sur le genou, on sait que sur de l'arthrose modérée, destruction cartilagineuse modérée, le PRP il est supérieur à court, moyen et long terme à moyen et long terme que l'acide hyaluronique et l'injection de corticostéroïdes. Ok. Donc on a quand même de la donnée. Les pathos, est-ce qu'elles ont évolué avec les super shoes, les chaussures carbone? Ah, c'est une belle question. Alors tu sais pourquoi c'est une belle question? Parce que j'ai encadré une thèse d'une étudiante en médecine qui s'appelle Clara Lemaire, où on s'était posé la question, où elle s'était posé la question, est-ce que l'utilisation des chaussures… Alors elle, c'était plutôt sur les lames de carbone. Parce que super shoes, on peut y mettre plein d'autres trucs. Sur l'augmentation du nombre de pathos, alors on suspecte, pour questionner les coachs, on suspecte. Elle, dans son étude, elle avait pas mis en évidence de surpathologie osseuse, parce qu'en fait, c'était parti d'un case report où il y a des gens qui rapportaient des fractures de fatigue du naviculaire en lien avec l'utilisation des plaques de carbone. Et en fait, elle, dans son étude, alors on pourrait discuter la puissance statistique de l'étude puisqu'il n'y avait pas énormément de monde, la qualité, parce que chaussures de carbone, est-ce que tu l'utilises tout le temps, pas tout le temps, est-ce que tu fais que de la course à pied, est-ce que tu fais du vélo? Il y a plein d'autres facteurs d'apparition de la blessure, et de faire des études où tu peux même vraiment tout ajuster ces facteurs de confusion, c'est un peu compliqué. Mais ce qui en ressortait, c'était peut-être une surcharge tendineuse postérieure, point d'interrogation. Donc en gros, tendinopathie achilléenne, aponévrose plantaire, pas forcément, mais plutôt vraiment sur la partie haute de la chaîne postérieure. Mais encore une fois, c'est de l'observationnel. Et après, sur le reste, pour l'instant, on manque de data. Clairement, on manque de data. On a une grosse suspicion parce que quand tu questionnes les coachs, là dans ma formation, on parle beaucoup de ça avec les podologues, les coachs et tout, ils ont cette sensation qu'on a des trucs qu'ils n'avaient pas avant, des périostites, des fractures de fatigue. Vraiment, on parle souvent de ça. En fait, la grosse question, c'est est-ce que c'est la chaussure en elle-même qui fait ça, ou est-ce que c'est l'utilisation un peu différente en lien avec cette chaussure, ou la pratique du sport qui est différente. Le fait qu'on s'entraîne plus depuis aussi. C'est ça, de plus haute intensité. Et puis tu sais, dans la tête, quand tu sais que tu as un truc qui pousse plus vite, tu as tendance à courir plus vite. Alors qu'en fait, est-ce que ça te fait vraiment courir plus vite? Gros point d'interrogation. Donc bref, pour l'instant, on manque de données scientifiques assez valides, entre guillemets, pour dire oui, ça entraîne des blessures. Mais il y a des modifs biomécaniques, il y a des modifs d'utilisation, des modifs de pratique qui font que peut-être qu'il y a forcément, moi je pense en tout cas de manière très personnelle, qu'il y a des modifications pour les utiliser aussi. J'ai la sensation que moi ça me sollicite beaucoup plus mes chaînes postérieures. Ouais. Donc, mais au début, après quand tu t'y adaptes, moins. Tu vois, c'est un peu particulier en fait. Moi j'ai l'impression sur le terrain que les pathologies remontent un peu. Ouais, bah, c'est ça. T'en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une fracture de fatigue sans être en raidesse justement? Oui. Est-ce que ça peut être pas multifactoriel mais purement mécanique en gros? Ah oui. Alors que mécanique, je sais pas. Mais ça peut être une carence en… Par exemple, imaginons tu as la vitamine D qui est basse, tu as un problème hormonal sans raidesse, ça peut te donner
ça peut donner ça. En fait, c'est pour ça tout à l'heure on a parlé de REDS et d'impact osseux, mais je fais un cours à mes collègues médecins et kinés sur le métabolisme osseux du sportif d'endurance. En fait, on a un turnover entre ce qui se construit et ce qui se détruit, entre guillemets. Je mets de côté les pathologies osseuses rhumatismales, on va dire. Et bien cet équilibre-là, il est sous dépendance de l'équilibre énergétique, mais pas que, de l'activité physique, mais pas que. Ouais. Il y a le déséquilibre oxydatif, l'inflammation, le déséquilibre simplement protéique, les vitamines, il y a plein de choses, le sexe, l'âge, les produits ultra transformés, enfin bref, tu peux y mettre vraiment plein de choses, les troubles du sommeil, etc. Donc oui, tu peux avoir une fracture de fatigue sans que ce soit un REDS, encore une fois, même s'il faut y penser chez le sportif d'endurance. Et aussi, ça fait le lien à quelque chose, c'est que la fracture de fatigue, dans tous les cas, il y a la gestion du stress mécanique, enfin tout ça c'est hyper important à faire, mais je pense qu'il faut quand même avoir cette ouverture d'esprit de se dire oui, ok, il a peut-être trop chargé mécaniquement, mais pourquoi il y en a qui chargent autant mécaniquement et qui n'ont pas de fracture de fatigue? En fait, il faut se poser la question dans le sens là. Qu'est-ce qui fait que chez lui, il a développé cette fracture de fatigue alors que un autre ne l'aurait pas fait? Ça peut être de la biomécanique, ça peut être parce qu'il a une chaussure de merde usée, parce qu'il court comme un manche, j'en sais rien. Parce qu'il s'entraîne trop, effectivement, souvent c'est ça. Ça n'arrive pas chez quelqu'un qui ne court pas, on est bien d'accord. Mais après, la question c'est qu'est-ce qui en dessous fait que. Où c'est qu'on a merdé en fait? Ouais. Tu parlais de vitamine D, est-ce qu'elle est quasi indispensable dans un pays comme la France? Ouais, il y a pas mal d'études qui ont montré qu'on était tous un petit peu. Alors là, population normale, hein, pas sportif, population classique. Ouais. Il y avait une grosse partie qui était en insuffisance. Je crois que les chiffres ils tournent autour de 60 à 80%. Et puis en carence, un peu moins, ça doit être une trentaine à cinquantaine de pourcents. Donc ouais, c'est un manque. On sait que 80% de la vitamine D, c'est le soleil. Hein. Donc du coup, l'exposition solaire, on ne l'a pas beaucoup. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais, mais là il fait beau. On a Annecy, il fait beau, il fait grand soleil. Mais on est en novembre. Et en fait, le problème, c'est que la synthèse de vitamine D, elle se fait sous l'influence d'un certain type de rayon, d'une longueur d'onde, les UVB. Et ces UVB, en fait, dans l'atmosphère, ils pénètrent quasiment plus en hiver. Ils pénètrent en gros d'avril à octobre et après plus du tout. Ce qui fait que tu as beau te faire griller la cacahuète en plein hiver, il te faudra 6 heures pour synthétiser autant de vitamine D que la même exposition en 10 minutes l'été. Donc ouais, on a tendance à être en insuffisance, ça a plein de conséquences sur l'organisme. Petite remarque assez intéressante, chez le sportif, quand tu regardes les données, eh ben en fait, il n'y a pas plus de carence que chez le non-sportif. Okay. Sauf une population particulière, les sportifs indoor, qui ont passé beaucoup de temps à l'intérieur en plus de la population normale. Donc voilà. Après, est-ce qu'il faut supplémenter le sportif? Moi, je fais des biologies, on le fait régulièrement. Parce que la carence en vitamine D, finalement, le sportif, il est le reflet de la population générale, même s'il court dehors. Et la carence, elle a des impacts à la fois sur le système osseux, mais sur toute l'adaptation de l'organisme aux charges d'entraînement. Est-ce qu'on peut être surentraîné au sens strict du terme en course à pied? Oui. Dans un sport porté? Ouais. On se casse pas mécaniquement avant? C'est le grand débat qu'on a avec pas mal de gens. Après, si tu es biomécaniquement très solide, là on a failli assister, on est dans Annecy, il y a quelqu'un qui a failli tomber en trottinette, c'est pour ça. Lui, je ne sais pas s'il est biomécaniquement solide, mais si on est biomécaniquement très solide, le truc c'est que est-ce qu'on ne va pas fatiguer sur le plan physio et donc développer un surentraînement? C'est le gros débat parce que moi, les seuls cas de surentraînement que j'ai diagnostiqués, la problématique du surentraînement, c'est qu'il faut éliminer ce qui n'est pas un surentraînement. Et souvent, les gens ils pensent que je suis fatigué, je suis surentraîné, mais c'est rarement ça. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent expliquer ça. Et une fois que tu as ton surentraînement, c'est la grosse question. C'est de te dire, en fait, est-ce que finalement le coureur à pied, s'il fait beaucoup, au point de se surentraîner, est-ce qu'il ne va pas se blesser avant d'être surentraîné? Je te disais, les cas que j'ai diagnostiqués, c'était que dans des sports très portés, donc triathlon et cyclisme. En course à pied, j'en ai jamais vu, parce que c'est très rare en fait, objectivement. Et juste pour te dire, le peu que je ressens, même chez des athlètes qui font énormément de course à pied, les trailers, des ultra-trailers, en fait, ils sont fatigués, ils sont peut-être en fatigue fonctionnelle de temps en temps quand ils font des gros blocs, mais souvent en fait, effectivement, ils vont se blesser. Donc j'ai cette sensation quand même que le surentraînement c'est quand même assez spécifique, mais après il faut aussi se dire un truc qui va foutre le bordel dans tout ça, c'est que les athlètes qui font de l'ultra-endurance en course à pied, ils font du vélo aussi. Ouais. Donc en fait en fonction de son approche, quelqu'un qui fait uniquement de la course à pied, j'ai du mal à croire quand même qu'il ne va pas se blesser avant d'être surentraîné. Par contre quelqu'un qui croise beaucoup, qui fait du ski de rando, du ski de fond, du vélo, on en a plein à Annecy, je serais peut-être pas contre mettre quelques pièces où ça puisse arriver à un surentraînement. Là on est à Annecy, on voit beaucoup de gens courir, c'est impressionnant. Est-ce que tu as l'impression, il y a un sociologue du sport, Olivier Bessy, qui parle d'illimitisme, de cette toujours recherche d'extrême. Est-ce que tu as l'impression que les gens quand même, finalement on en veut de plus en plus, Alors je ne suis pas le plus spécialiste pour dire ça, mais en médecine en tout cas, moi j'ai cette vague sensation qu'on a
Alors, le retour de l'ultra-endurance. Je ne vais pas dire la mode de l'ultra-endurance parce que tu vois, là, j'étais dans mon DU, on discutait avec Guillaume Millet sur l'ultra-endurance justement. Et on discutait de ça. L'ultra-endurance existe depuis des décennies, des cinquantaines d'années. Il y avait déjà des courses de 6 jours, des courses très très longues, etc. D'ultra-endurance. Donc c'est pas nouveau. C'est juste que ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait. Peut-être moins préparé, et encore, on n'en a pas la certitude. Et puis surtout beaucoup plus médiatisé, etc. C'est le no pain, no gain. Donc j'ai la sensation quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça. Surtout là, nous ici à Annecy, c'est le trail. Et qu'on ne se le cache pas, l'ultra trail, ça commence à prendre une ampleur monstrueuse grâce à l'UTMB, depuis la création de l'UTMB. Et j'ai cette sensation, en tout cas là c'est très perso, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça, mais surtout qui ne sont pas préparés à faire ça. C'est ça. Qui sont, je dirais pas préparés physiquement, parce que souvent ils s'entraînent quand même. Je dirais plutôt préparés sur des aspects d'expérience, de gestion de la nutrition, gestion de ce qui va se passer au kilomètre 90. Et tout ça, moi je fais de l'ultra, j'ai l'impression que je l'ai acquis en faisant de l'ultra en fait, tu vois, sur le terrain. Il y a des choses qu'on n'explique pas forcément, donc j'ai quand même cette sensation, mais après moi j'ai une vision qui est très biaisée parce que je suis sur Annecy et comme tu le vois, tu ne peux pas te poser 5 minutes sans qu'il y ait des gens qui courent partout, et encore je t'amène pas en montagne. Mais ouais, l'ultra ici c'est démocratique, et l'ultracyclisme aussi ça revient vraiment à la mode ces dernières années, là, l'ultracyclisme. Donc à voir ce que ça va donner. Les tests en labo, t'en penses quoi? On en fait beaucoup en course à pied, trop pas assez, on s'y fie. Tests de performance tu veux dire? Ouais, les tests d'effort, tu sais, les tests VO2 max. Bah, j'aurais envie de dire, si d'un point de vue scientifique, on va te dire pas assez parce que c'est toujours sympa, ça fait de l'argent pour le labo et non, ça permet de mieux comprendre les profils individuels des athlètes et entre guillemets d'optimiser les choses. Après, d'un point de vue pratique, est-ce qu'on peut faire sans test de labo? Moi, je pense que oui. Ça dépend qui c'est qu'on a et ce qu'on veut. Moi, je trouve que sur route, c'est intéressant quand même d'avoir testé et tout. En trail, je connais moins, c'est peut-être plus dur. Ouais, bah, en fait, je pense que ça dépend vraiment du point de vue d'où on est ou d'où on part, etc. Mais oui, en fait, si tu veux vraiment optimiser, surtout, bah, par exemple, je sais pas moi, observer les effets de ton entraînement, te profiler pour voir un petit peu tes points forts, tes points faibles, et puis optimiser, enfin mieux comprendre ta physiologie dans certaines intensités, etc. J'ai envie de dire que oui, à un moment donné, le test de labo, il t'apportera plus de précision qu'un test de terrain, et donc ça te permettra derrière plus de précision. Mais encore une fois, ça s'adresse quand même à un public qui est assez particulier, avec un encadrement qui est très particulier. Aujourd'hui, on a des gens faut que ce soit bien fait, quoi. Sportifs lambda qui font, enfin, j'ai rien contre ça, mais qui vont faire le marathon en 4h30. Ouais, je veux mes zones, tout ça, je veux faire un test d'effort. Mais en fait, je leur dis, mais enfin, je sais pas, tu fais déjà une base d'endurance comme on faisait en athlétisme il y a 20 ans dans ton club, fais tes gammes, échauffe-toi, repose, récup, dors bien, mange bien. Ok, après peaufiner que tu sois à 167 de ta FC ou 172 autour de ton seuil 1, ça va pas changer la face du monde, tu vois. Ouais. Le vélo, c'est un sport cousin, je trouve, pour les athlètes. Ils adorent le vélo. Ouais. J'ai l'impression que l'inverse est moins vrai. Que les cyclistes n'utilisent pas la course à pied. Comme tu parles athlète, tu disais coureur. Ouais, ok. Les coureurs, pardon. Ouais. C'est vrai ça? Vous vous en servez en vélo de la course à pied Nous, on a un gros problème, c'est qu'en fait, moi, j'exerce vraiment dans le cyclisme où c'est leur travail. Et où ils font tellement de vélo que eux, pour le coup, ils développent des adaptations parfois à certains blocs du système osseux, par exemple, et quand puis musculaire, c'est pas la même chose. Et quand tu les mets à courir, alors ils ont un moteur monstrueux. Hein. Si tu parles juste de paramètres physio, c'est 80 et plus de VO2 max, donc pour courir, il n'y a pas de problème. Hein. Le seul problème, c'est qu'ils ont le moteur, mais la carrosserie, elle n'est pas du tout adaptée. Et du coup, sur des efforts très courts, type 10 km et tout, ils vont être très bons. Là, j'ai en mémoire un cycliste qui me disait j'ai couru comme ça pendant la coupure, j'ai fait 30 minutes 45 secondes ou 10 kills. Il me dit ouais ça va, bof. Je dis bah mec t'imagines pas quand même, c'est une belle perf. Et alors qu'il n'est pas du tout bornard, tu vois, sur la route, il fait pas des 10 kills, hein. C'était en intersaison. Mais par contre après moi je me rends compte que dès qu'ils allongent un peu la distance ou qu'ils se mettent au trail, et là j'ai un cycliste dans mon effectif qui fait beaucoup de trail, et ben déjà ils connaissent un peu moins ce type d'effort parce que c'est particulier quand même, c'est pas la longueur, hein, c'est un peu la bioméca. Et ils ont le moteur qui va les faire aller vite, mais par contre ils n'ont pas du tout la carrosserie pour aller vite. Mais du coup, je finis juste là par rapport à ça. Du coup, nous on leur déconseille ça, voire même on les interdit. Okay. Parce qu'en fait, j'avais fait une petite étude de mon ancienne équipe, c'est vrai que je ne l'ai pas refait là, où en fait, en gros, en coupure, il y en a plein qui courent. Et en fait, en coupure, j'avais à peu près 50%, je crois que c'était à 58% de mémoire, de coureurs, de cyclistes qui avaient couru pendant la coupure qui s'étaient blessés. Et dans ces 50%, il y avait 50%. Donc la moitié de dans ces 58%, il y avait 50% de blessures au genou.
Donc genou, c'est quand même quelque chose de contrôle moteur du membre inférieur et de charge biomécanique. Donc ça peut-être ça illustre, c'est de l'observation, ça vaut rien, mais voilà. Donc en fait, oui, il y en a beaucoup qui aiment la course à pied. Alors ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y en a même beaucoup après leur carrière qui courent, beaucoup. Ouais. Il y en a même qui font maintenant du trail et qui performent, hein, parce qu'une fois qu'ils s'y adaptent au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de dire, avec le moteur qu'ils ont, au contraire, ils feraient des très bons coureurs, je pense, pour certains. Surtout sur la route, sur des formats marathons, je pense que là, ça ferait des très très bons coureurs. Après, en trail court, oui, trail long, ça reste discutable parce que c'est d'autres paramètres qui sont en lien avec la biomécanique musculaire. Donc on en a quand même qui font ça, mais là je te parle des élites. Après les amateurs, ouais, il y en a beaucoup. Ben, là ici sur Annecy, il y en a beaucoup qui font les deux sports. Hein. Donc, Ouais. et qui font même des compétitions dans les deux sports et qui ont même des licences dans les deux sports. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu tires sur les extrêmes de ces deux sports, il y a des choses qui ne sont pas transférables en termes de perf. Et donc moi je fais beaucoup plus d'ultra et de trail. Moi j'ai des petites cuisses quoi, donc sur le vélo j'ai des cuisses qui sont bien stables mais qui ne sont pas très fortes. Et à l'inverse, les coureurs à pied, les trailers par contre, eux, et ça c'est un autre débat mais qui est très intéressant, eux ils utilisent beaucoup le vélo et eux c'est pour décharger, pour pas se blesser. Et puis après parce qu'ils aiment le vélo, c'est sympa de faire du vélo ici. Donc ils utilisent beaucoup le vélo et ici aussi le ski. Et on a une autre problématique dans l'autre sens chez ces profils-là, c'est qu'en fait on a des mecs qui du coup parfois l'hiver ou certaines périodes vont trop faire de sport porté et vont plus être adaptés biomécaniquement à ce qu'ils vont refaire derrière. Je sais pas si tu comprends un peu. Si. Et là ils font par exemple du ski alpi l'hiver, il y a de moins en moins de neige, donc dès qu'il y a de la neige ils font ça, ils en profitent au maximum. Ils courent quasiment plus l'hiver et ils reviennent en février-mars sur la piste à Annecy Athlétisme, puis ils se disent allez c'est bon je prépare le trail, la maxi race dans 3 mois et ils recourent comme des porcs. C'est vrai que c'est risqué. Ouais. Et là en fait ils ont une désadaptation biomécanique de 3 semaines. Donc on a un peu ces deux profils presque antagonistes quoi, de personnes. Et d'un point de vue scientifique, souvent le vélo, on a toujours tendance à dire que c'est en avance sur le reste. Est-ce qu'il y a des points où la course à pied, l'athlète, vous vous inspirez et il y a des points où l'athlète est en avance? C'est une super bonne question parce qu'en fait il y aurait plusieurs points, ça nécessiterait un petit peu de temps, mais en gros je pense que le vélo on est en avance sur justement l'optimisation, la compréhension, la mesure de la data, du profil de performance, etc. Mais parce qu'en fait il y a plus de moyens, il y a plus de personnes, etc. Le vélo on est plus précis dans l'écosystème autour du sportif. Le suivi médical, paramédical, diététique, tout ça, mais parce qu'il y a de l'argent en fait. Et là je compare à niveau égal, hein, si on prend les élites des deux sports. Hein. On a une structuration qui est un petit peu différente aussi, dans le sens où dans le vélo c'est du privé, donc il y a de l'argent, ça fait vivre, moins que d'autres sports mais ça fait vivre. Dans la course à pied c'est encore très fédéral, même si en trail c'est les équipementiers, mais il n'y a pas autant d'argent, il n'y a pas autant de structuration, puis tant que ce sera trop dépendant des fédés, en fait le problème c'est que les fédés n'ont pas énormément d'argent non plus. Donc il y a ces deux différences là. Par contre après l'athlète je trouve par rapport aux cyclistes et même le trail, je prends le trail parce que je connais bien le trail, à haut niveau c'est des gens qui sont beaucoup plus soucieux de leur santé et qui font beaucoup plus faire attention. Alors c'est un peu antinomique ce que je veux dire, parce qu'on pourrait croire que les cyclistes oui, mais en fait je peux te garantir que les cyclistes ils sont monstrueusement forts, ils font attention pour certains. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, ils sont nés dans un écosystème où on leur donne tout. Donc ils ont l'habitude qu'on leur donne tout, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et moi, les trailers élites que je suis, c'est des mecs, en fait, on n'a pas besoin de les embêter parce qu'en fait, ils viennent chercher ça. Donc en fait, ils sont acteurs de leur prise en charge. Des fois, les cyclistes, nous, il y a des trucs basiques, fais une prise de sang, ils galèrent. Ouais, ça me fait chier, machin, mais je leur dis, mais t'imagines pas la chance que t'as, que tout soit payé pour toi, en fait, enfin, tu vois. Donc il y a cette implication personnelle dans sa carrière sportive qui est, je pense, un petit peu différent à niveau égal dans ces deux sports. Là, je parle vraiment du haut du panier. Après, dans le reste, je pense quand même que le cyclisme a cette culture de la connaissance de la perf qui est quand même un petit peu plus aboutie sur le mesure. Mais après, en athlète, on a Est-ce que tu suis, par exemple, du coup, les travaux d'un Joseph Mestrallet? Ouais, bon, on en a beaucoup parlé. Après, ça dépend, c'est quoi ta question? Enfin, est-ce que ces datas-là, ça va apporter quelque chose au trail? En fait, je pense qu'on en discutait là justement au début avec des spécialistes de l'ultra, de l'entraînement et tout. En fait, il y a deux trucs. La première, c'est utiliser les datas, mieux comprendre, mieux planifier, mieux programmer, mieux modéliser la performance. Oui. Sauf en fait, on se rend compte, et là, il y a une grosse différence entre le vélo et la course à pied, c'est qu'autant le vélo, c'est un sport où tu as des datas qui peuvent être précises en tout cas, et tu as une typologie du sport qui peut faire programmer de la data. Franchement, en ultra, il y a tellement de paramètres hors physio. La gestion de la nutrition, le plan de course, le pacing, mais psycho. Lui, il te dit qu'il arrive à le prendre. Ouais, mais moi je serais curieux quand même de savoir quels outils sont pris en compte. Je dis pas que c'est... En fait, en gros,
Je pense que c'est une grosse utilité. Je pense que dans les années à venir, c'est à implémenter. Après, si on rentre dans le cœur du détail, et c'est pas que moi qui le dis, hein, je ne vais pas citer des noms, mais des gens avec qui je discute qui sont quand même des très grands spécialistes de l'ultra et de l'entraînement en trail, où en fait on se pose la question, ce mec-là, il est issu des mathématiques. Je serais curieux de voir ce qu'il donne ce mec-là, une basket au pied au bout de 150 km. Donc en fait, il y a des paramètres, tout à chacun qui a fait de l'ultra connaît que oui, il y a la physio, il y a le pacing, il y a des trucs mesurables, il y a des trucs qu'on peut mesurer des watts en course à pied, je suis désolé, mais la précision, elle n'est pas folle. Donc en fait, je pense qu'on est sur une ère de bascule, mais qui ne prendra pas complètement le pied là-dessus. C'est un peu comme le début des capteurs de puissance dans le vélo. Je ne sais pas si tu te souviens, mais début des capteurs de puissance, tout le monde voulait des capteurs de puissance. C'était le truc qu'il fallait avoir, même chez les amateurs. Ça coûtait un bras. Et en fait, moi, je peux te garantir, sur le tour, on en a plein qui, des fois, le retirent pour gagner quelques grammes parce que c'est une étape en montée. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas performer. Donc, en fait, il y a l'ultra-utilisation de la data qui permet, je pense, à un moment donné de mieux comprendre. Et les travaux de Joseph sont hyper intéressants. Je ne suis pas en train de les remettre en question. Je suis juste en train de les remettre en perspective sur un sport qui a des composantes un peu moins facilement mesurées. Là, parce qu'on parle d'ultra-trail. Je pense que c'est assez transférable sur le marathon, par exemple. Là-dessus, je pense que c'est vraiment bien transférable. Ou sur du trail court. Ça pourrait être très, très, très transférable. Sur l'ultra, on se questionne. Et quand tu dis que les cyclistes enlèvent les capteurs de puissance pour de la montée, gagner quelques grammes, on a vu, je me souviens, en contre-la-montre, je crois que c'est Lenny Martinez qui a pris un vélo non peint pour gagner les 200 grammes de peinture. Ou sans guidoline, certains aussi. Ah ouais? Ouais. Et là, on sait, vous pouvez chiffrer justement le gain? Ah bah oui. Bon, ça, après, il y a des équations. Après, tu as les équations et tu as la pratique. Mais en gros, en équation, de toute façon, le coût énergétique et le coût de déplacement, si tu es plus léger, tu te déplaces mieux. Après, il y aura la question de l'aérodynamique à mettre en perspective. Bon, là, sur de la guido et de la couleur de cadre, ça va. Après, ce sera plus sur l'aérodynamique du cadre si tu changes de cadre. Mais oui, clairement, le poids, même en trail, en course à pied, en montée, tu le mesures bien. Après, la question, c'est un paramètre d'une performance qui est très globale. Ouais. Par exemple, je te donne un exemple. Mais là, on avait un coureur qui a fait ses watts exacts. En fait, il faisait un contre-la-montre. C'était sur le Dauphiné, je crois. Il a fait un contre-la-montre. On avait prédit Sadwatt. C'était un mec qui est champion de France de contre-la-montre, donc qui est quand même pas dégueulasse. Et en fait, du coup, il a fait ses watts. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a même fait au-dessus de ses watts qu'on lui avait pacé sur la course, donc en moyenne et dans certains secteurs. Et pourtant, en termes de perf prédite par l'algorithme, il a fait plus long en temps de quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple le frottement de la roue. Là, si tu veux, quand tu testes en soufflerie, tu la testes tout droit, mais si tu t'inclines un peu, c'est pas pareil. Ouais. C'est pour ça que je te disais dans la modélisation de la perf, et là je te parle de micro-détails, mais qui ont une influence en vélo, mais t'imagines pas la modélisation de la perf en ultra-trail, il y a tellement de paramètres. En fait, je pense qu'il y a une incertitude, plus la mesure est imprécise, plus tu as d'incertitude sur ton modèle derrière en fait. Ouais, mais justement, Mestrallet, ce qu'il faisait, c'est je crois qu'il appelle ça des virtual clones. Oui, mais je sais. Et pour. Mais quelle est la précision de ce virtuel? Non, mais il en envoie, et je crois que pour. Comment il s'appelle l'anglais qui gagne, je sais plus. C'est Tom Evans. Tom Evans, il a envoyé 3000. Et tu vois, finalement, ça multiplie le chance de taper dedans. Oui, non mais là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais après, le problème, c'est que comment tu l'implémentes ton clone. Moi, je veux bien. Ouais. C'est par exemple sur l'aspect bioénergétique, on va dire remettre tant de grammes, tant de machin, tant de bidule. Mais comment tu sais en instantané combien il oxyde? Et comment tu sais au bout de 20 heures comment fonctionne son récepteur GLUT? Parce qu'en fait, même scientifiquement, on ne le sait pas. Ouais. Donc en fait, puis les incertitudes, ça peut être de, je sais pas, on va dire sur une absorption de 66 grammes par heure, ça peut être entre 30 et 90 grammes. Donc en fait, oui, sur la théorie, on va mettre 60 grammes. On a fait des tests d'oxydation, il est à 70 grammes. Mais en fait, je pense qu'on a les imprécisions des fois sur ce paramètre-là, par exemple, qu'on est un parmi tant d'autres, qui est quand même important, l'utilisation de l'énergie à l'effort. Tu as des imprécisions qui sont de l'ordre de 50% parfois. Donc en fait, tu peux modéliser un truc, mais oui, tu vas peut-être taper dedans, mais tu vas peut-être taper loin à côté, quoi. Donc, non, mais en fait, je pense que c'est intéressant pour revenir sur ce qui a été fait là-dessus. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que pour certains athlètes, ça leur permet de mieux comprendre et de mieux accompagner. Et en fait, on s'est rendu compte aussi d'un truc. Il y a une autre étude qui est sortie qui était très intéressante, qui mesurait chez les marathoniens et les cyclistes le taux de sucre par heure qu'on leur demandait de prendre, donc on avait programmé, le taux qu'ils faisaient eux, qu'ils pensaient faire, et le taux qu'ils faisaient réellement mesuré avec ce qui restait dans les gels, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence statistiquement significative entre ce qui était planifié et ce qu'ils prenaient, enfin ce qu'ils pensaient prendre, mais surtout entre ce qu'ils pensaient prendre et ce qu'ils faisaient. Ouais, okay. Et il y a une différence qui est monstrueuse. Dans un gel, il peut rester 20%. Dans un gel, quand tu penses l'avoir pris complètement, il peut rester 20% des fois. Ouais. C'est juste énorme. Enfin, 20% sur un gel qui fait, je sais pas, les gros gels là maintenant ils font 60 grammes, 55 grammes. C'est énorme, 20%, ça fait presque 10 grammes de glucides.
Donc étalé sur tout un ultra. Enfin, c'est pour ça que je te dis, il y a il y a la théorie. C'est perfectible, ouais, j'imagine. Ouais. Mais la pratique, je pense, c'est difficile de l'appréhender sur des efforts. Encore une fois, je ne parle pas de trucs qui sont courts. Je vais parler du marathon comme court, mais court, randomisable, linéaire, entre guillemets, où il y a des choses type fatigue musculaire qui s'installent, mais qui ne sont pas aussi importantes qu'en ultra. Et en ultra, quand tu as passé 2 nuits, ce qui se passe la nuit, les rythmes circadiens et tout, et il y a plein de choses qu'on n'arrive pas encore à modéliser, je pense. On arrive au bout. S'il y a un athlète que tu admires sur le bassin d'Annecy, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Athlète trail, hein, je parle. Pardon. Que j'admire. En fait, enfin, que tu aimerais creuser sa personne. Il n'y en a pas? Ah, que j'aime. En fait, dans quelle discipline? Peu importe. Trail, ouais, athlète. En fait, si tu veux, je vais te dire un truc, ça va être très dur pour toi. Avant, j'admirais des gens quand j'étais jeune, quand j'étais tout jeune, sportif et tout. Et maintenant, de connaître les personnes en tant que professionnel et puis même de les accompagner. Voilà, sur Annecy, j'accompagne pas mal de trailers de haut niveau. C'est plus pareil l'approche que j'ai avec ces gens-là. Ouais. Moi, je vais dire quelqu'un que j'admire, mais c'est difficile de dire que je l'admire parce que c'est un de mes patients. On va dire où j'ai une approche, je pourrais presque tous les citer, mais j'ai bien aimé Vincent Bouillard, qui a gagné l'UTMB donc en 2024. D'accord. Même si voilà, c'est mon patient, j'ai une relation professionnelle de santé avec lui, bien évidemment. Mais j'ai bien aimé l'image qu'il a renvoyée. Lui ne veut pas renvoyer d'image, mais l'image qu'il a renvoyée aux yeux de tout le monde. On peut gagner l'UTMB avec un très bon temps, même mieux que certains qui sont avec des clones modélisés, algorithmés et tout, sans entraîneur, sans médecin, sans kiné, sans podo. Alors, malgré ce que les gens voulaient vendre comme image, il vient de nulle part. Non, il ne vient pas de nulle part. C'est quelqu'un qui quand même, il court très très bien, il a un talent, etc. Mais j'ai bien aimé l'approche dans ce sport-là, de dire ouais, ok, ce sport, c'est un sport qui va changer, mais en fait, il faut courir quoi. Courir en montagne. Et c'est vrai qu'il est discret, lui, hein, on le voit pas beaucoup. Il est très discret, mais il est très impliqué dans son suivi. Donc c'est quelqu'un qui est. Du coup, je pense qu'il n'a pas le même état d'esprit que peut-être des anciens du trail qui sont plus en mode moi je suis montagnard, je cours dans la montagne, un peu différent. Mais encore une fois, j'admire aussi beaucoup, par exemple, un autre patient que j'ai, Thibaut Garivier, qui du coup est papa, et a un mode de vie professionnel très chargé. Enfin, il y a plein de gens que j'admire sur plein d'aspects, tu vois. Je ne peux pas prendre vraiment une personne en particulier. Et si tu avais un scientifique à me conseiller d'interviewer? Alors je veux dire, j'en ai plein, il va falloir que tu me précises le domaine. Je sais pas. Si tu veux parler d'ultra trail, parce qu'on en a beaucoup parlé, des trucs, des spécificités de ce sport, interview Guillaume Millet là-dessus, je pense que tu vas pas te planter par rapport à cette thématique-là en tout cas. Ok. Bon, merci Samuel, on arrive au bout. Ça fait quoi là? Ça fait 1h15 qu'on parle. Bah, c'est bien, on aurait pu parler 3 jours. Ouais, c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était cool. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci Samuel pour toutes ces précisions techniques. À bientôt sur Born Podcast.